Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de voir du vrai monde, l'art en 3D, et pas dans les effets Teams avec des chaises, avec des genres de machins bizarres. Très drôle. Je suis donc heureuse de vous voir. Je voudrais remercier, en dehors des diapos, quand même les organisateurs qui nous amènent des nourritures et qui prennent soin de nous à la fois au niveau spirituel mais aussi matériel. C'est super bien organisé, donc vraiment merci beaucoup. Et voilà, alors c'est très court et j'ai plein de choses à dire. Donc faites-moi signe si je vais un peu trop vite. Les questions, ça sera à la fin plutôt. De temps en temps, je vous poserai quand même quelques questions où il faudra lever la main. Donc n'hésitez pas trop, levez la main vite, comme ça on arrivera jusqu'au bout. Et vous allez dire, elle est en train de perdre du temps déjà maintenant. Donc, oui. Et je voudrais commencer avec une petite histoire, parce que je sais que vous êtes plutôt nombreux et vous allez sortir déçus. Donc, je le sais à l'avance. Donc voilà. Alors, ma petite histoire, c'est quelqu'un qui parlait comme ça. Il n'arrivait pas à parler. Et il a fait vous m'entendez? Il a fait des tests, il est allé faire des scanners, il a fait des radios, il a fait plein de trucs et ça ne marchait pas, on ne trouvait rien. Et puis un jour, il rencontre quelqu'un qui lui dit « Mais pourquoi tu parles comme ça ?» Donc il explique qu'il ne peut pas faire autrement. Et l'autre lui dit « Est-ce que tu as essayé de faire ?» Donc il le regarde et dit « T'es fou, toi. Ça fait des années que je cherche une solution. Et tu me dis que si je fais « alors je parlerai bien après ?» Donc voilà, ça va faire un petit peu pareil. Ok, alors la team number one, un levier majeur de transformation des entreprises. Donc de quoi on parle? Alors déjà les diapos, pam pam pam, next, voilà. Donc moi, on s'en fiche, voilà. Par contre, vous, qui êtes-vous? Donc qui est dirigeant d'entreprise là? Est-ce qu'il y a des dirigeants d'entreprise? Il n'y en a pas. Manager avec une équipe de collaborateurs. Ok, il y en a beaucoup. Donc vous allez peut-être être un peu moins déçus. Managers transverses qui n'ont pas d'équipe. Il n'y en a pas. Consultants, coach indépendant. Donc vous non plus, il y a des chances que vous ne soyez pas trop déçus. On verra, vous me direz après. Autre? Ok, donc vous, je ne sais pas. C'est peut-être vous qui allez être déçus, on ne sait pas. Alors, on va parler donc de la team number one, comment faire, les erreurs à éviter, ça c'est super important, peut-être encore plus que comment faire, et puis ce qu'il faut retenir à la fin, et questions-réponses, donc voilà. Donc, alors là aussi j'ai des questions à vous poser, donc vous, ceux qui ont une équipe, donc du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, vous levez la main. Mon équipe passe avant tout. Oui, très bien. Mon équipe travaille dans son domaine et elle a peu de contact avec les autres équipes de l'entreprise. Est-ce que c'est vrai pour quelqu'un? Non, un peu. Je suis centrée sur mon équipe et je prête peu d'attention aux autres équipes qui ne sont pas sous ma responsabilité. Un petit peu. Je ne sais pas ce que font les autres équipes. Il y en a quelques-uns. Je n'ai pas d'équipe, je travaille seule. Alors, il n'y a personne ici qui travaille seul. Super. Et il m'arrive d'être en conflit d'intérêts avec d'autres managers de mon entreprise. Ah, là, il y a des mains. Hein. OK. Bon, bienvenue au monde de l'entreprise, n'est-ce pas? OK. Alors, avant d'aller dans le préambule, je vais faire très vite. Donc, c'est une question de friction. Vous connaissez en physique le phénomène de friction. Donc la friction, ça crée de l'usure, de la perte d'énergie, de la perte de rendement, de l'échauffement, de la perte de motivation, de la perte de temps, du mal-être et des conflits. Et on pourrait peut-être en rajouter d'autres aussi, mais déjà c'est pas mal. Alors c'est vrai, là c'est bien sûr adapté au monde de l'humain, mais la friction au départ, c'est des questions matérielles, c'est une surface qui frotte sur une autre surface. Bourdieu disait que le grand problème en politique qui fait que les gens ne sont pas trop préoccupés de l'intérêt général, c'est qu'ils sont plus occupés à se frictionner les uns contre les autres plutôt que de collaborer pour améliorer les choses pour tout le monde. D'ailleurs, on voit bien l'état du monde, n'est-ce pas? Ça reflète un peu cette situation. Donc voilà, les uns contre les autres, ou alors on pourrait peut-être tous ensemble tirer dans n'est-ce pas, pour le bien commun. Donc, alors un petit
un tout petit peu sur l'intelligence collective. Donc, une personne seule, quelle qu'elle soit, est limitée par ses propres capacités. Donc, bon, tout le monde le sait, hein, même quelqu'un qui est super intelligent, et je connais des gens super intelligentes, mais toutes ces personnes-là sont limitées par leur propre intelligence, de toute manière. Par contre, quand on met ensemble différentes personnes qui ont différentes capacités, là, on peut accroître l'intelligence, et c'est de l'intelligence collective. Alors, par contre, il ne suffit pas de mettre des gens différents dans une salle pour que l'intelligence collective marche. Donc, si vous connaissez les liberating structures et d'autres choses de ce genre-là, vous savez qu'il y a différents moyens pour faire marcher l'intelligence collective et pas juste les hurlements collectifs où tous ensemble on va scander le même slogan. Donc, ça veut dire déjà chercher des gens qui ont des profils différents. Or, on a tendance à aller plutôt avec les gens qui nous ressemblent. C'est plus pratique, c'est plus commode, on se sent plus à l'aise. Donc, il y a un effort à faire pour aller chercher justement, vous savez, le chieur, là, celui qui a toujours quelque chose d'autre à dire. Ben, il est très précieux, le chieur, là, qui a toujours quelque chose à dire. Donc, il faut l'écouter. On n'est pas obligé de faire ce qu'il demande, mais il faut l'écouter parce que souvent, ce qu'il va apporter, c'est justement ce regard un petit peu différent du nôtre. Donc, on dit qu'une bonne équipe, un bon management, une bonne direction d'entreprise, c'est celle où il y a des profils différents. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est d'autres sujets. Mais voilà, très important d'avoir de la diversité. Donc, voilà. Donc, l'intelligence collective ne se contente pas d'améliorer les capacités intellectuelles ou créatives d'un groupe, elle permet aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Parce que ce n'est pas seulement au niveau intellectuel qu'on a des divergences, c'est aussi au niveau opérationnel. Il y en a qui sont mieux en organisation, d'autres qui sont plus imaginatifs, d'autres qui vont être plus tatillons pour vérifier les détails, etc. Donc, si on les met ensemble, eh ben, même opérationnellement, les choses peuvent se passer mieux. Il y aura moins de risques d'erreur, on pourra avancer plus vite, on se partagera le travail selon les affinités et les forces de chacun, et pas forcément les faiblesses de chacun. Donc, chacun pourra remplir le trou de là où il apporte le plus au reste. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une team number one, du coup? Alors, vous voyez ici un bel organigramme, hein, comme on les aime. Donc, quand on vous dit votre équipe, vous pensez à qui? Qui pense à ses collaborateurs quand on dit ton équipe? OK. Qui pense aux personnes qu'il manage? Son équipe, c'est les gens qu'il manage. Ah, pas beaucoup. Qui pense aux personnes qui sont sous leurs ordres? OK. Les personnes que vous recrutez? OK. Ceux avec qui vous faites des one-to-one et des entretiens professionnels? D'accord. OK. Vous avez d'autres réponses? Quelqu'un a d'autres réponses? Alors, allez, on va juste poser la question à une personne. C'est quoi? D'accord, OK. Les gens qui font le même métier que vous. Comme ils n'ont pas le temps, je ne demande pas aux autres, mais effectivement, il y a d'autres possibilités aussi. Et la question, c'est les autres équipes de votre entreprise. Vous voyez, quand on fait ça, ben, il y a des équipes et des équipes et des équipes. Donc, chaque équipe a son manager, ses collaborateurs. Chaque équipe est autonome. Les équipes sont indépendantes les unes des autres, n'est-ce pas? Elles ont des sujets de travail différents. Elles ne travaillent pas ensemble. Elles peuvent être en rivalité les unes avec les autres. Pas mal d'entre vous ont levé la main quand j'ai demandé si vous avez eu des conflits, donc des rivalités, des choses de ce genre-là. Et donc les managers aussi peuvent être en rivalité personnelle les uns avec les autres. Donc, et souvent, ça se reflète sur l'équipe. Alors, je ne peux pas m'empêcher de raconter quelques petites histoires quand même. Avant d'introduire la team number one dans un endroit où j'ai coaché, un jour, quelqu'un il vient pleurer presque dans mon bureau parce qu'il n'avait personne d'autre à qui parler. Donc, le coach, vous voyez, c'est quelqu'un d'un peu neutre qui ne fait pas partie de l'entreprise. Et il me disait qu'il en a marre, qu'il n'en peut plus. Il vient de se faire engueuler par son manager. Je lui demande pourquoi. Il dit parce que j'ai aidé une collègue d'une autre équipe. Je lui dis et il dit oui, il m'avait expressément interdit de le faire en me disant je veux que ça pète chez eux. Voilà. Donc là, je me suis dit, oups, il y a besoin d'une team number one dans cet endroit-là. Et donc, il peut y avoir des conflits entre équipes. Hein, c'est ce qu'on a dit, quand les managers ne s'entendent pas entre eux, souvent les équipes aussi ne vont pas s'entendre entre elles. Et la compétition entre les équipes, parfois, fait partie des modes de management de la direction. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, un peu de compétition, ça ne fait pas de mal. Hein.
C'est super, ça booste un peu, ça donne de la motivation. Donc la team number one, ce n'est pas ça. La team number one, ce n'est pas votre équipe dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est l'équipe des managers que les managers forment avec leurs pairs. Donc normalement, vous voyez, dans l'organigramme, chacun d'eux va et ruisselle et son équipe est en dessous. La team number one, c'est cette équipe-là, donc l'équipe des managers entre eux. Alors vous allez me dire, les managers entre eux, c'est quoi? C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez être déçus. Les managers entre eux, ils se rencontrent de temps en temps, ils font des trucs, des steering committees ou toutes sortes de machins comme ça. Oui, sûrement, enfin j'espère. Mais ce n'est pas vraiment le fonctionnement d'une équipe. Vous savez, une équipe, c'est ce genre de truc où les gens sont solidaires les uns avec les autres, où ils sont engagés ensemble, où ils s'entraident sans même qu'on ait besoin de le demander, où il y a de la bienveillance, etc. Donc une vraie équipe, comme l'équipe que vous avez envie d'avoir avec ceux que vous managez, ça doit être pareil à ce niveau-là. Et c'est là toute la substance, c'est là le... Vous voyez, c'est ça le truc où on se dit, j'ai compris le principe, mais si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Il ne suffit pas de le comprendre. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a une team number one dans votre entreprise? Qui, levez la main, ceux qui se disent, non, mais chez moi, il y a une team number one. Ah, il y en a quelques-uns. OK, je vous félicite, parce que ce n'est pas évident, mais vous êtes une petite minorité là. Donc, comment on fait ça? Donc, déjà, les valeurs de la team number one, c'est adhérer et travailler ensemble en harmonie pour le better good de l'entreprise, puisque finalement, vous êtes dans la même entreprise. Il y a déjà pas mal de boulot pour travailler quelque part, pour avoir des parts de marché, générer du chiffre d'affaires, faire perdurer l'entreprise, faire en sorte qu'elle prospère, que les emplois soient sauvegardés, que vous rendiez des beaux services aux clients, etc., etc. Donc, il y a déjà pas mal de boulot. Pour la friction, il ne faut pas aller en chercher en interne, vous en avez suffisamment en externe. Donc, en interne, c'est agir et travailler ensemble en harmonie. Comme ça, en plus, quand on se lève le matin, il n'y a pas la boule au ventre. Au contraire, on est content. C'est porter la vision de l'entreprise. Ça, c'est un des rôles fondamentaux du manager. Le manager porte la vision de l'entreprise. Parce que quand les entreprises travaillent avec des managers qui ont le nez dans le guidon et qui vont dire « tu as fini ton truc, attends, il y a un délai là, et pourquoi tu n'as pas fini, et termine demain, et ta qualité, c'est pas bon, et on va se faire taper dessus, etc. » Ils ne portent pas de vision. Donc, c'est vraiment le rôle des managers que de porter la vision. Et c'est ça qui va aussi faire en sorte que les gens travaillent ensemble pour justement cette vision qui est commune, où chacun fait sa part dans cette mission commune. Aligner l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, donc sur la vision claire et commune. Éliminer les frictions et les rivalités, donc ça on a déjà vu. Se coordonner, oui, il y a aussi un volet opérationnel, se coordonner. Alors se coordonner, comme je vous ai dit, beaucoup le font. Mais quand on le fait, non pas en tant qu'équipe, mais en tant que juste on se coordonne, toi tu fais quoi, etc. Et puis chacun va dire non, mais c'est moi qui passe en premier, ça va être beaucoup moins efficace et beaucoup moins agréable à vivre, donc moins motivant et moins performant au final que quand on a cet esprit d'équipe. Et s'entraider. Voilà. Et l'entraide, ça veut dire être capable d'aider les autres, mais aussi être capable de demander de l'aide. Parfois, demander, c'est plus difficile que de se porter aidant. Donc, demander de l'aide, c'est quelque part montrer une certaine faiblesse, une certaine vulnérabilité. Ça montre « Ah, je ne suis pas Superman », comme si les autres pensaient que c'était le cas. Mais bon, ça risque de se voir. Oui, mais tout le monde le sait de toute manière. Donc, autant demander de l'aide et résoudre le problème rapidement. Donc, la team number one, c'est la première équipe du manager. C'est pour ça qu'on l'appelle team number one. Elle est plus importante que l'équipe que vous recrutez, managez, avec laquelle vous faites les one-to-one et tout ça. Et c'est ça le truc. C'est pour ça qu'on l'appelle team number one. C'est la première équipe du manager. Et après, une fois qu'il a une bonne team number one, il peut ramener dans son équipe, donc celle qu'il gère, la vision, l'état d'esprit collaboratif de la team number one. Et là, ça va infuser dans tous les rouages de l'entreprise, parce que quand ça commence bien à la tête, ça circule bien aussi vers le bas. Si à la tête, ça marche mal, on peut avoir toutes les injonctions qu'on veut ensuite vers les équipes. Ce sont des injonctions, vous connaissez. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ça ne marche pas très très bien. Donc, montrer l'exemple, c'est aussi un des rôles du manager. Donc, comment on fait pour faire une team number one? Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut identifier qui fait partie de la team number one.
Donc, je vous propose une définition qui est le minimum de personnes qui couvrent l'ensemble du périmètre. C'est-à-dire que si votre entreprise fait, je ne sais pas, fabrique des chaussures, eh bien, la team number one, c'est le minimum de personnes, mais qui couvre tout le processus, c'est-à-dire la commande, la fabrication, la logistique, la facturation, je ne sais pas, le design, etc., etc. Donc, toute la chaîne de bout en bout. Donc, on va prendre le manager qui fait ceci, le manager qui fait cela, le manager qui fait ça, et qui fait ça, et qui fait ça. Et ça va inclure aussi la finance, et ça va inclure aussi les RH. Donc, des gens qu'on n'a pas l'habitude d'inclure. Est-ce que dans ceux qui ont une team number one, votre directeur financier et votre RH est dans l'équipe? Super. OK, un peu donc. Donc voilà, donc c'est vraiment toutes les personnes qui ont quelque chose dans le périmètre, mais on va chercher le minimum de personnes quand même. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de manager, parce qu'après, à d'autres niveaux, on peut faire travailler tout le monde. Mais la team number one, on ne cherche pas non plus à avoir 100 personnes dans la team number one. Donc on va chercher vraiment le minimum de personnes, mais il faut que tout le périmètre soit couvert. Ensuite, on va clarifier la démarche auprès des futurs membres et recueillir leur adhésion. On n'oblige pas quelqu'un à être dans la team number one. Là, dans mon histoire là, que je vous ai racontée, donc j'ai effectivement amené le concept de team number one dans cette entreprise où il y a un manager qui voulait que ça pète chez les autres. Et puis, il y a un des managers qui a dit « ça ne m'intéresse pas ». Donc, il est sorti de la team number one et on a mis quelqu'un d'autre à sa place. Parce que alors, la team number one, disons de façon naturelle, c'était le râteau du boss. Vous savez, donc ceux qui sont gérés directement par le directeur. Donc, celui-là qui était géré directement, il ne voulait pas. Donc, on a pris quelqu'un d'autre, un membre de son équipe. Mais c'est cette personne-là qui est rentrée dans la team number one et pas lui. Et ça ne pose pas de problème a priori. Enfin, ça en pose un petit peu, mais c'est moins pire que s'il n'y avait personne du tout. Et on a rajouté donc la finance et les RH. Organiser le processus de travail de la team number one, donc les rituels, les outils, les supports. Donc c'est comme n'importe quelle équipe. Hein. Si vous connaissez Scrum ou des trucs comme ça, vous savez bien, hein, les choses sont organisées. Donc la team number one, c'est pareil. On va se dire, on se réunit tous les combien de temps, qu'est-ce qu'on fait, combien de temps ça dure, qui c'est qui anime, qu'est-ce qu'on utilise comme management visuel. Est-ce qu'on utilise du management visuel? La réponse oui. Donc voilà, toutes ces choses-là. Et on se met d'accord là-dessus. On communique sur la team number one au sein de l'ensemble de l'entreprise. Alors ça, c'est très important, parce que si on ne dit pas à toutes les personnes dans l'entreprise qu'il existe une team number one, déjà, ils ne le sauront pas. Et parfois, ils peuvent se demander qu'est-ce que c'est que ces réunions un peu bizarres. Et le fait de savoir, ça va les aider, parce que le message qu'on leur dit, c'est si vous avez des problèmes transverses, vous pouvez en discuter avec votre manager, il en parlera aux réunions de la team number one. Donc, ça va être résolu. Ne traînez pas des problèmes que vous pouvez avoir avec quelqu'un d'autre, une autre équipe, des interfaces et des choses de ce genre-là. Faire du team building, oui. Le team building, hein, c'est bien pour tout le monde et pour les managers, pas moins que les autres. Donc, une team building pour qu'il y ait vraiment une team. Apprendre à travailler ensemble au niveau opérationnel, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Hein. On doit découvrir aussi qui sait faire quoi, des choses de ce genre-là, parce qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas forcément de façon aussi intime que quand on travaille vraiment en équipe. Donc ça s'apprend. Et mettre en place l'amélioration continue, donc route d'aiming, capitalisation, mais ça vous connaissez. Hein. Mais la team number one, elle n'échappe pas à ça, au contraire, elle a beaucoup de choses à me faire en amélioration continue. Donc là, je vais faire assez rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équipe? Vous connaissez peut-être donc ce diagramme de Tuckman. Donc, vous pouvez vous poser. Je ne le détaille pas, là, on n'a pas le temps, je suis désolée. Mais comment savoir donc justement si c'est vraiment une équipe? Déjà, est-ce qu'il y a de la confiance? Est-ce qu'on sait gérer les conflits? Parce que l'idée, c'est pas d'éviter les conflits. C'est s'il y a un problème, justement, il faut le faire sortir. Donc, il faut savoir gérer les conflits ou savoir comment gérer les désaccords sans que ça devienne un conflit, éventuellement. Mais si c'est un conflit, ce n'est pas grave. Une bonne équipe sait gérer les conflits. Et forcément, il y en aura. Êtes-vous engagé? Une équipe, elle est engagée. Êtes-vous redevables les uns envers les autres? C'est-à-dire que s'il y a un problème, on ne dit pas « c'est lui » ou on ne pense même pas « c'est lui », même si on ne le dit pas. S'il y a un problème, c'est nous.
Donc l'engagement, il est collectif. On va résoudre le problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un, c'est notre problème, un problème dans l'entreprise. On va régler le problème de cette entreprise parce que c'est notre entreprise et ça nous tient à cœur. Êtes-vous attentif aux résultats? Parce qu'il ne suffit pas de bien s'entendre, ça c'est très, très joli aussi. Le boss de ma société, Good, Damien, a animé une formation à l'agilité à un codir. Il lui aura fait faire un marshmallow challenge et leur truc s'est complètement effondré, enfin zéro, il n'y avait pas... enfin voilà. Et il leur demande comment ça s'est passé. Donc ils disaient, ah super bien, on a bien dialogué entre nous, il y a une bonne entente, etc. Enfin, ils étaient super, super contents. Donc il leur demande, donc vous êtes contents? Oui, oui, on est très contents. Il dit, ah bon, ben, je m'aperçois que dans cette entreprise, on est content même si tout s'effondre. Et là, tout d'un coup, ils ont fait, ah ouais, il y a peut-être un problème quand même. Donc voilà, le résultat, ben, c'est important aussi. Et donc, ça s'applique bien sûr à votre équipe que vous managez, mais aussi à la team number one. Donc, voilà, bon, moi je propose un Trello ou quelque chose de ce genre-là, hein, c'est juste un exemple, pour avoir un management visuel dédié à la team number one. Et faites attention de bien distinguer entre les sujets purement opérationnels, qui peuvent être traités entre les personnes concernées et qui ne sont pas forcément de l'ordre de la team number one, et ceux qui sont vraiment des sujets de la team number one. Et ça, c'est un des pièges dans lesquels on peut tomber. On peut très vite revenir à des réunions opérationnelles parce que vous savez, on n'a pas le temps. Hein. Il y a toujours plus de boulot et toujours moins de monde et moins de temps. Donc, on ne va pas perdre notre temps à discuter de toutes sortes de trucs, quoi. On va résoudre les problèmes qui se posent, les problèmes de prod, etc. Donc, faire ça, c'est le piège qui va vous faire rater votre team number one. Et on priorise les sujets. Donc, alors pour la priorisation, j'ai une super conf sur la priorisation, mais là, je ne vais pas la dérouler. Donc, ce que je vous dis, juste, vous pouvez vous poser une série de questions. Donc, qui est concerné? En fonction du nombre d'équipes ou de personnes concernées, la priorité augmente. À quelle fréquence le problème se produit? Donc, bien sûr, plus il est fréquent, plus c'est prioritaire. Qu'est-ce qui se passe si le sujet n'est pas traité? Plus c'est grave, plus c'est prioritaire. Et quelle est la difficulté pour traiter le sujet? Plus c'est difficile, moins c'est prioritaire. Là, on va aller à l'envers. Et vous pouvez faire un Fibonacci sur chacun des critères, additionner le Fibonacci et vous avez une priorisation. Voilà, et ne cumulez pas les sujets à traiter. Comme dans tout backlog, on se concentre sur les sujets en cours et on élimine les cartes qui traînent trop longtemps. Donc, il y a une jolie règle qui dit si la carte est là depuis un mois et on ne l'a pas traitée, on l'enlève. Si le problème persiste, on la remettra, mais si elle n'a pas été traitée en un mois, c'est qu'il y a autre chose à faire de plus important. Donc, voilà, on se focalise là où il y a le plus d'impact. Et on va prioriser en fonction de la valeur T1 des sujets à traiter. Parce que pour les sujets, encore une fois, qui sont purement opérationnels, ça peut être traité ailleurs. Mais les sujets de team number one ne pourront pas être traités ailleurs qu'au sein de la team number one. Donc la team number one se régule. Donc voilà les étapes. Hein. Donc la première étape, c'est le backlog priorisé. Deuxième étape, la team number one se réunit régulièrement autour de ce backlog. Là, dans l'entreprise dont je parle, c'est une fois par semaine. Les sujets sont traités rapidement. On ne passe pas des heures sur chaque carte. Hein. C'est comme quand on fait un daily. On regarde où en sont les choses et puis on voit qui fait quoi. Et éventuellement, on se met une autre réunion pour traiter plus en profondeur quelque chose. Les équipes sont nourries, du coup. Les équipes que chacun des managers manage reçoivent le feedback que leur manager leur amène de la réunion team number one. Donc, elles peuvent faire leur travail. Et elles fournissent un travail de qualité dans les meilleures conditions possibles sur toute la ligne. Et on met le processus d'amélioration continue, donc, qui est propre à l'agilité. Donc voilà, ça, c'est le mode d'emploi de comment on met en place la team number one. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, débattez avec passion des sujets importants, prenez vos décisions avec clarté et confiance, demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Focalisez votre énergie pour gagner en tant qu'équipe. Alors, créer et faire équipe, c'est difficile, mais ça vaut la peine. Donc, les erreurs à éviter. Manque de confiance. On n'a pas envie de se retrouver vulnérable face au groupe. Donc, on n'est pas ouvert et du coup, on ne peut pas construire les fondations. Donc, ça, c'est un des gros écueils. On n'est pas sûr. Merci.
10 minutes, on vient de me dire. Donc, c'est bon. Donc voilà, il y a du travail à faire. N'hésitez pas à vous faire coacher, hein. C'est très difficile à mettre en place tout seul. Donc, il y a besoin souvent d'aide. La peur des conflits, c'est aussi un frein, quelque chose qui peut empêcher la team number one de fonctionner. Donc, c'est l'incapacité à engager des débats passionnés. Donc, on ressort les vieux arguments, chacun redit ce qu'on connaît déjà et qu'il a déjà dit. On va chercher à persuader l'autre qu'on a raison. Et ça, c'est un piège mortel, essayer de persuader l'autre qu'on a raison. L'intérêt, c'est de discuter ensemble et de trouver ensemble quelque chose. Donc, de s'enrichir les uns de l'approche des autres pour trouver quelque chose qui marche pour tout le monde. Manque d'engagement, voilà. On repousse les décisions importantes en attendant d'être sûr d'avoir raison. Ou alors on fait semblant de dire oui, oui. Et puis ensuite, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on a dit oui, parce qu'il faut dire oui. Donc, ça va un peu avec le reste. On a dit oui parce qu'on n'a pas la confiance qui permet de ne pas dire oui et parce qu'on n'a pas voulu engager le débat, la discussion qui permet de se sentir dans les tripes, hein, en phase avec son oui. Le refus de redevabilité. Vous connaissez, hein, l'éléphant au milieu du salon. Il y a des gens qui sont super pour ne pas voir l'éléphant au milieu du salon. Donc, évitez de confronter les comportements qui nuisent aux performances ou au bon fonctionnement de l'équipe. Donc, on fait semblant, quoi. On met sous le tapis en se disant ça ira, ça va passer. Alors oui, ça peut passer un petit peu, et puis à un moment donné, poing, ça explose. Et l'inattention au résultat, donc on en a déjà parlé. Et là, il y a un autre aspect, il ne faut pas se focaliser que sur les objectifs de l'équipe et ses résultats à elle. Le problème, c'est quand les membres de l'équipe mettent leurs besoins personnels au-dessus des objectifs de l'équipe. Donc, développement de carrière, prestige, toutes sortes d'autres choses. Donc, oui, c'est du travail, hein. Il ne suffit pas de le dire, il faut vraiment faire. Alors, comment on peut rater la team number one? Donc, ça, c'est la recette pour rater. L'imposer à des personnes qui n'en veulent pas. Se concentrer sur la méthode et pas sur les objectifs. Parce que là, je vous ai montré une méthode. Donc ensuite, si vous venez, vous faites tac, 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 tac les trucs, en vous concentrant sur bien faire la méthode, vous aurez quelque chose où il y aura la coquille, mais il n'y aura pas l'œuf dedans. Copier-coller un modèle sans l'adapter au contexte de l'entreprise. Donc voilà, chaque entreprise est un peu différente, donc il y a toujours des ajustements, des adaptations à faire, d'où l'intelligence collective, vous vous rappelez au début. Surcharger et stresser les managers. Donc, quelque part, quand on met en place la team number one, on sait qu'il y a un effort, que ça prend du temps. Il faut laisser les choses se faire, donc donner un peu de temps, ne pas mettre un stress supplémentaire en engueulant ensuite les managers. Alors, votre team number one, ça ne marche pas, etc. Oui. Confondre sentiment d'urgence et urgence du résultat. Alors ça j'adore. Vous connaissez la matrice d'Eisenhower, n'est-ce pas? Urgent, important. Hein. On a deux axes, urgent et important. Donc, dans beaucoup d'entreprises, la priorité, c'est l'urgence. Oui, c'est prioritaire parce que c'est pour demain. Oui, et alors, si c'est pour demain, si c'est un truc qui est sans importance, on s'en fout. Peut-être même qu'on n'a pas besoin de le faire du tout. Donc, on va d'abord chercher qu'est-ce qui est important. Donc, sortir de ce sentiment d'urgence, c'est une nécessité. Parfois, il faut. Hein. Il y a des moments où il faut le sentiment d'urgence parce qu'il y a des vraies urgences. Mais si on est tout le temps dans l'urgence, on ne peut plus prioriser. J'ai entendu ça aussi en coaching, c'était génial. Une super rétro, les gens se disent il faut qu'on se pose là pour améliorer ceci, cela, etc. Je demande qui prend la charge, personne ne la prend et la manager me dit non, mais de toute façon, on n'a pas le temps de s'améliorer. Ah, oui. Si la manager dit qu'il n'y a pas le temps de s'améliorer, je leur demande pourquoi vous avez fait une rétro alors? Ah, parce que tu as insisté. Oui, c'est vrai, j'avais insisté. Et bon, parfois, on fait nous-mêmes les mêmes erreurs, quelque part, imposées à quelqu'un qui n'en veut pas. Ne pas se donner le temps. Donc ça, c'est une très bonne façon de rater la team number one. Ça prend un certain temps. Mais comme vous le savez, parfois, il faut prendre le temps, un peu de temps maintenant, pour gagner du temps après. Empêcher ceux qui font de disposer d'un pouvoir de décision. C'est-à-dire que vous connaissez le truc, hein, on donne le pouvoir de décision aux gens qui sont les plus proches de l'action. Parce que c'est eux qui vont faire, merci, 5 minutes, parce que c'est eux qui vont faire
Donc, normalement, si on leur a confié ce job, c'est qu'ils sont compétents. Enfin, on en pense, on espère qu'ils sont compétents. Donc, ils doivent savoir comment faire et ils doivent savoir de quoi ils ont besoin pour faire. Donc, ils sont les mieux placés pour prendre des décisions qui sont liées à ça. Donc, voilà. Donc, il faut leur donner le pouvoir de décision. Après, on peut mettre des limites en disant dans le pouvoir de décision jusqu'à ça ou qui n'inclut pas ceci ou cela. Mais en management 3.0, on essaye de déléguer le plus possible ce pouvoir de décision. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, management 3.0, vous avez un truc qui s'appelle le delegation poker qui permet de fixer des niveaux justement de délégation. C'est un super outil justement pour pouvoir partager avec, entre pairs ou avec l'équipe qui c'est qui décide sur tel ou tel sujet. Donc voilà, un outil recommandé pour donner justement de pouvoir de décision. Limiter l'implication de la direction, oui, parce que là, en fait, l'idéal, c'est que la team number one commence tout en haut de l'entreprise. Ça, c'est vraiment la situation idéale. Sinon, on peut la faire à n'importe quel niveau intermédiaire, mais il faut quand même essayer d'impliquer la direction au moins disons au moins pour la légitimité, la reconnaissance ou la bienveillance. Donc ne serait-ce que ça. Et puis après, ça peut se répandre. Dans mon histoire, là, avec le manager qui voulait que ça pète chez les autres, donc pendant 1 an, les managers ont été formés à faire du management autrement. Alors au début, c'était une formation de manager, ensuite c'est devenu une formation de team number one. Donc on a pivoté et au lieu d'avoir un groupe de managers, donc on a changé un peu la composition du groupe et c'était les membres de la team number one. Et ça a donné des très très bons résultats. Donc le boss ensuite est monté en grade. Maintenant il a une autre, donc il est monté dans l'entreprise, dans la hiérarchie, et il a mis en place une team number one à son nouveau niveau. Celui qui a été nommé à sa place continue avec la team number one. Un autre a reçu, on lui a confié l'ouverture d'une nouvelle BU dans laquelle il a mis en place la team number one. Donc vous voyez, quand on le fait, ça marche, les résultats sont là et les gens ont envie de continuer. Donc, et celui, le manager là, qui voulait faire péter chez les autres, ben, il a fallu 1 an, mais maintenant il est complètement dans le truc et plus jamais il dira une chose pareille. Mais il a quand même fallu 1 an. Hein. Ne pas communiquer, oui, il faut communiquer. Donc ça, c'est très important. Que tout le monde sache que la team number one existe et qu'on peut faire appel à elle. Quand on a des soucis, on peut parler à son manager et on peut savoir que le manager, on sait que le manager en parlera à la team number one et donc qu'il y aura quelque chose qui va être mis en place. Rien ne reste sous le tapis, occulté, etc. Donc voilà, apprendre de ses erreurs, n'est-ce pas? Donc ce qu'il faut retenir, la team number one, c'est la première équipe du manager. Donc là, c'est un petit switch dans le cerveau. Mon équipe, ce n'est pas les gens avec lesquels je travaille, c'est ceux avec lesquels je travaille qui sont mes pairs. La team number one, c'est une idée simple, mais ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Donc, c'est un peu plus difficile que le 1, mais c'est aussi simple. C'est une équipe et elle doit donc être traitée comme une vraie équipe. Donc, avec team building et tous les machins d'une équipe. Et il est facile de transformer la T1 en comité exécutif, donc elle doit régulièrement analyser son fonctionnement et l'améliorer pour être sûre de ne pas tomber dans ce travers. Donc il me reste 1 minute et vous savez quoi? C'est magique. Voilà, citation, dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Mark Twain, et c'est fini. Yes. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des choses que vous voulez partager? Ceux qui ont une team number one, est-ce qu'ils veulent peut-être partager avec les autres? Avez-vous des questions déjà ici dans la salle? Sinon, nous avons quelques questions en ligne, mais je donne la priorité aux gens dans la salle. Oui, monsieur. Oui, bonjour et merci. Dans notre organisation, qu'est-ce qu'on peut voir qui doit nous faire dire, tiens, il faudrait faire une team number one ici? Si à n'importe laquelle des questions qu'il y avait au début, vous avez levé la main, il faut en faire. C'est-à-dire s'il y a des frictions, s'il y a des conflits, si quelqu'un est concentré sur son truc, si ça manque de dialogue entre les équipes, s'il y a du mal-être, enfin, toutes les choses là sont
En fait, c'est très puissant, la team number one. Ça peut régler, c'est un peu comme une baguette magique, mais il faut juste apprendre à la manipuler. Donc, ça a l'air trop simple, ça a l'air trop idiot, quoi. On se dit, ouais, mais en fait, on le fait déjà, ou ça ne va pas vraiment résoudre mes problèmes. Alors non, ça ne résoudra pas tout, mais quand même, dans la plupart des cas, la réponse est oui, il faut. Merci Sylvie. On a quelques questions en ligne. Quel serait l'objectif premier de cette team numéro 1 ? Alors, son objectif, premier, deuxième, troisième, son objectif, c'est d'aligner toute l'entreprise dans une vision commune pour que l'entreprise puisse travailler de façon efficace, agréable, fluide. Voilà. J'arrive. Bonjour, merci pour la présentation très éclairante et qui m'a permis de conceptualiser des choses que j'avais déjà pratiquées dans une autre vie où j'étais manager de manager d'une équipe de 80 personnes à peu près. Et effectivement, intuitivement, j'avais fait ma team number one avec mes managers de premier niveau qui venaient d'un autre horizon, qui ne connaissaient pas le secteur et ainsi de suite. Et on était en train de révolutionner le truc. Super. Il y a des choses que j'ai appliquées, j'allais dire intuitivement, il y a des choses que je n'ai pas appliquées et c'était dans le slide des erreurs. Mais bon, la prochaine fois, je ferai sûrement mieux. Ma question, elle était, puisque ce n'est pas forcément au niveau direction d'entreprise, c'est au niveau d'un secteur, voilà, la relation à la hiérarchie, c'est-à-dire par rapport à l'organigramme. Là, on a vu que la team number one était rattachée hiérarchiquement, ou du moins c'est ce que le dessin représentait. Est-ce que c'est forcément ça, ou est-ce qu'effectivement on peut avoir une équipe peut-être étendue ou à part, qui peut faire office de team number one, mais néanmoins qui a des leviers et qui ne doit pas court-circuiter la hiérarchie? Alors, tout est possible sur le principe, hein, parce qu'une des erreurs, justement, c'est de calquer un modèle en copier-coller sans l'adapter à l'entreprise. Donc, on pourrait faire autrement. Disons, la définition que j'ai proposée qui dit qu'il faut que tout le monde soit représenté. Donc, on va chercher le minimum de personnes, mais pour représenter tout ce que fait l'entreprise d'un bout à l'autre. Donc, généralement, dans la plupart des entreprises, effectivement, ça va être un peu lié à l'organigramme, mais ce n'est pas obligé. Comme là, par exemple, même dans ce cas-là, avec le manager qui ne voulait pas et quelqu'un d'autre de son équipe a pris le rôle. Je ne sais pas si ça lui a fait plaisir ou pas, mais on ne lui a pas posé la question, là, en l'occurrence. Parce que je pensais à un exemple de Shadow Comex, par exemple, où effectivement, pour faire bouger les lignes en place, on utilise le lien Shadow Comex pour effectivement faire bouger et créer un levier. Alors, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y aura des obstacles à un moment donné si le COMEX, le vrai, soit n'est pas au courant, soit n'est pas facilitateur, etc. Donc, ça risque de poser quelques soucis, mais ça peut quand même aider un peu. On va prendre une question en ligne. Alors, nous avons comme question, quelle est la place des agilistes dans cette organisation de team number one ? La place des ? La place des agilistes. Ah, la place des agilistes, les agilistes font partie, ça dépend où ils sont. S'il y a des agilistes dans les équipes, etc., ils font leur boulot, avec juste une team number one en plus. Mais en fait, l'idée de la team number one, pour moi, la team number one est une pratique agile. Donc, quelque part, les managers deviennent eux-mêmes des agilistes. Et donc, c'est une question un peu compliquée pour moi. Donc, est-ce qu'on parle des agilistes très identifiés, ceux qui travaillent en mode agile, les équipes Scrum, etc., ou les coachs agiles, etc., qui, eux, donc, vont peut-être être des facilitateurs ou juste faire leur job, ou est-ce qu'on parle vraiment de donner, quelque part, d'agiliser un peu tout le monde? Donc, idéalement, tout le monde devient agiliste. Une autre question dans la salle ? Bonjour, merci déjà pour la présentation. J'ai une question. S'il y a X team number one dans l'entreprise, est-ce qu'on n'est pas... il n'y a pas un risque de faire encore de la comitologie, de se réaligner encore entre toutes ces team number one? Alors, en fait, certaines personnes peuvent être dans deux team number one. C'est-à-dire que là, si on retrouve l'organigramme, dans le cas dont je vous ai parlé, le manager s'était beaucoup posé la question, est-ce que la team number one, c'est avec ou sans moi?
et on a dit avec. Et ça s'est très très bien passé. Et du coup, il a dit, mais du coup, j'ai une autre team number one avec mes pairs. Et je lui ai dit, bien sûr. Mais là-bas, ça ne fonctionnait pas trop en team number one, mais ça aurait pu. Donc les managers de plus haut niveau peuvent en avoir 2. Mais bon, en comitologie, ben, ça fait 2 réunions, effectivement. Ce n'est pas non plus horrible et ça aide beaucoup, ça aide tellement le fonctionnement de l'entreprise que là n'est pas le problème. Merci. D'où vient le nom de number one? Parce que number one peut ramener à des choses assez hiérarchiques ou à des choses top level. Alors, je n'ai pas inventé le concept de la team number one et je suis impardonnable parce que je n'ai pas mis ici le nom de celui qui l'a inventé. Si vous faites Google team number one, vous trouverez ce monsieur qui fait une vidéo où il explique ça très rapidement. Donc c'est lui qui a donné ce titre que j'ai repris. Alors moi j'aime bien quand même, donc ça me choque pas du tout parce que c'est pas bon. L'idée c'est pas la hiérarchie dans l'entreprise, mais la hiérarchie dans le cerveau quelque part, de se dire ça c'est mon truc numéro 1. C'est là-dessus que je dois me focaliser avant le reste. Donc ça me va le number one là. Mais je ne sais pas si c'était dans cet esprit-là qu'il l'a nommé. J'en sais rien. Alors, s'il n'y a plus de questions, est-ce que ceux qui sont... Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez être déçus. Donc, est-ce que les déçus peuvent lever la main? Il n'y a pas de déçus. Ah, si. Est-ce que tu veux bien partager, s'il te plaît? Parce que j'aime pas laisser les gens déçus sans leur donner la parole. Si, un petit peu. En effet, ça paraît très simple et on se demande pourquoi on ne fait pas. Donc, alors la déception, elle est peut-être personnelle sur le fait de se dire pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre ça en mouvement. C'est tellement simplement expliqué. C'est tellement simple, oui. Bon, il suffit de faire... Voilà. Ok, merci. Ok, il y a encore quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Quelqu'un souhaiterait réagir pour partager avec quoi il repart? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit « je vais le faire » ? Ouais. Ah, quand même. Bon. Donc, il y a une personne qui va faire et les autres peut-être un jour. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là. Et Merci. voilà. Au revoir.